est lancé. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde, bonjour Mélanie. Voilà, aujourd'hui nous sommes réunis pour l'investigation numéro 230. Cette investigation est réalisée par de nombreux duos opérateurs télépathes dans plusieurs endroits dans le monde en même temps. Les opérateurs ne sont pas au courant du sujet que nous allons aborder. Et elle est constituée d'une partie fixe où les questions sont identiques pour les duos et d'une partie libre où l'on pourra un petit peu explorer en profondeur les premières questions et éventuellement d'autres questions. Tout va bien? On peut y aller? Tu te sens prêt? Je te fais un petit décompte ou... Juste de 1 à 3 pour aller au sujet éventuellement. D'accord. Respire. Remplis ton corps au maximum. Et souffle bien tout cet air par la bouche. Ton corps devient lourd, pesant. Mon 2. Plus ton corps est encore plus lourd et plus ton esprit devient léger. Et à mon 3, je vais te demander aujourd'hui de te connecter avec le terme vampire. Que vois-tu? Un mode de fonctionnement Oui, qui imprègne toute notre société, qu'on retrouve à plusieurs étages. Quand je parle d'étages, je parle de dimensions. oui. C'est un programme. As-tu des renseignements sur ces différentes dimensions? Je vois notre galaxie en fait. Si j'écoute, si je suis ce programme, j'arrive à la conception presque de la galaxie, à la conception de notre réalité. Oui. As-tu plus de détails? C'est comme si je voyais c'est comme si dans la conception même de notre réalité, le programme était déjà inscrit comme mode de fonctionnement général. Comme mode de fonctionnement général. Je vois évidemment, je passe par le monde reptilien. Oui. As-tu Oui. as-tu plus d'informations sur ce monde reptilien? Peux-tu décoder? En grande partie, c'est leur mode de fonctionnement, et c'est ce mode de fonctionnement qui est imprimé sur Terre. Ce programme qui est sur Terre et avec lequel nous fonctionnons, et quand j'arrive à l'être humain,
nous fonctionnons tous dans un espèce de déficit qui nous amène à vouloir prendre de l'énergie chez notre prochain. Mais j'imagine que le mot vampire n'est peut-être pas là par hasard. Et ce terme me ramène plutôt évidemment à des films. Je vois des titres de films. Oui. Une espèce de mythologie. Oui, une mythologie créée avec ce terme et tout un imaginaire ou toute une imagerie qui va Oui. avec ce terme. D'accord. Ça, on y reviendra plus tard. Déconnecte-toi de toutes ces informations maintenant. On va passer à la deuxième question. Décode l'ADN d'un vampire et reconstitue sa forme originelle. 1, 2 et 3. Que vois-tu? Une illusion pour commencer. Je Donc, sais que c'est une illusion. oui, Je vois quelque chose avec des cornes. d'accord. As-tu plus de précision de cette bête à cornes ou c'est En fait, je vois maintenant une femme. les cornes se sont transformées en Non, femme? il y a plus de cornes. Et quand je touche cette femme, Oui. qui a des yeux très clairs, Ils sont de quelle couleur? bleu-vert, Mmh. Que perçois-tu d'autre autour de cette femme? elle est dans un bar, mais c'est son ADN. Pour répondre à la question à propos de l'ADN, je suis en train de Oui, décoder son ADN. Je vois une entité humanoïde de type oui, reptilienne, lézard, oui, dans ses origines. Dans l'ADN, je vois du lézard, je vois du dragon. oui. Peux-tu donner peut-être un pourcentage de lézard et un pourcentage de dragon? 80 lézards, 20 dragons, mais ça a vraiment l'apparence d'un être humain. Simplement, ce qui émane de cette femme est extrêmement magnétique. Et magnétique, euh, subjugant. Pour un être humain, c'est subjugant. Tu peux développer ce que tu vois, à ce niveau-là? C'est un prédateur, Oui, mais qui chez l'être humain provoque quelque chose de subjugant. Ça s'adresse à la jante masculine en bonne partie, elle s'adresse à la jante masculine. oui, Elle ne recherche pas toute la jante masculine, elle recherche certains aspects de la jante masculine. Le côté subjugant doit provoquer une peur, une espèce de terreur, ranimer une espèce de terreur atavique. En fait, c'est ça qui l'intéresse, c'est cette espèce de terreur atavique. qui ne se produit pas chez tous les hommes. Non. Et peux-tu voir quel homme serait plus impacté par cette terreur et quel homme ne le serait pas?
Il y a des hommes qui portent certaines mémoires et d'autres pas. Elle recherche des hommes qui vont à la fois être subjugués par cette attraction magnétique, Mm. et elle sait qu'au fond de tout ça, eux-mêmes n'ont pas conscience de cette terreur atavique, mais c'est ce qu'elle recherche et c'est ce dont elle veut se nourrir. Ces hommes auraient-ils le même ADN qu'elle ou seraient-ils différents? Il peut y avoir des traces d'ADN. Ah, ok, quand tu parles d'ADN, je vois un autre type d'homme qui peut l'intéresser. Mais dans tous les cas, elle recherche cette terreur. Le fait de subjuguer est la terreur atavique qui est présente. D'accord. Merci pour les Oui, informations. Tu vois d'autres la choses nourriture sera plus importante sur certaines génétiques que sur d'autres. que sur d'autres? Tu vois encore d'autres choses qui complètent cette question? Oui, cet être peut passer d'une dimension différente de la nôtre à la nôtre et repartir dans une autre dimension, dans sa dimension. D'accord, elle passe d'une dimension à l'autre très Oui, facilement. oui. Et vois-tu ce qui lui permet de passer d'une dimension à l'autre comme ça très facilement? Est-ce pour s'effacer? Est-ce pour qu'on ne l'aperçoit pas à certains moments? Elle vient quand elle a besoin. Et elle repart quand elle le veut. Oui. Il y a... Et je vois une espèce d'appareil sur elle. D'accord, qui ressemble, à quoi? Elle porte ça à la ceinture, je ne connais pas. Apparemment, ça permet ça suit son intention de passer, ça permet de suivre son intention de passer d'une dimension à l'autre. D'accord. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Respire. Tout va bien? Oui, On peut continuer. oui. Alors on va aller à la question 3. Observe la relation entre les vampires et le sang. Que perçois-tu maintenant? Que vois-tu? Plusieurs choses. Tu peux me décrire L'information. l'information? Le sang véhicule d'informations. Oui. Tu peux décrire quelle information il véhicule? Toutes sortes d'informations. Tout ce qui concerne l'être dont on prélève le sang. Le sang est aussi porteur d'énergie. Oui, En fait, on trouve pratiquement tout de fréquence. oui, En fait, on peut tout trouver dans le sang. Le côté magnétique s'adresse au mental, mais le sang fournit tout le reste. Le côté magnétique neutralise le mental pour permettre l'accès au sang et le prélèvement de tout ce que je viens de dire. Il y a des informations d'ordre moléculaire. oui. Tu peux développer cet aspect moléculaire? La génétique, bien entendu. Oui, Mais quand je touche au moléculaire, j'arrive pratiquement dans l'infini. J'arrive dans l'espace. En fait, c'est d'une vastitude c'est presque infini comme information. C'est vraiment le sang véhicule d'informations.
de fréquence et d'énergie. Bien. Déconnecte-toi de ces informations. Respire profondément. On va passer à la question 4. Selon les légendes, le vampire ne peut pas être en contact avec la lumière. Que perçois-tu? Je pense que c'est une traduction d'autre chose. Tu peux Je pense traduire? que ce qu'on appelle vampire ne peut pas approcher certaines fréquences. Je pense que c'est ça ce qu'on appelle lumière dans cet exemple, ou dans cette phrase, ou dans ce on dit. D'accord. Et il y a sans doute aussi un désir de ce type d'être, de ne pas être vu, et donc de rester dans Dans l'ombre l'ombre. de la nuit pour ne pas être vu, ou garder une part de mystère autour de leur présence. Mais la lumière, ce serait juste une question de fréquence alors. Rien de plus. Et une Je question pense, de ne pas être vu. oui. En tout cas, je vois la femme. Je vois la femme que j'ai vue tout à l'heure. Elle n'apparaît que la nuit, en fait. Tu ne la vois pas en journée, même sous forme de corne, comme tu as expliqué? Non, la forme de corne, je pense que ça réveille les peurs ataviques. C'est l'illusion qu'elle travaille avec elle pour réveiller les peurs ataviques. D'accord. Et cette femme-là, tu ne l'aperçois que la nuit alors? Si je l'aperçois aussi en journée, je la vois dans un appartement moderne, en pleine journée. Donc, a priori, la lumière du jour ne serait pas un problème. Et les humains peuvent l'apercevoir en journée Oui, et la ça dépend. nuit plus? Je pense que c'est pas que je pense, ça dépend. Ça Ça dépend dépend des humains? de sa volonté d'apparaître ou pas, D'accord. de se matérialiser ou pas. Donc ça serait un leurre, cette légende, euh, qu'on ne peut pas les voir au contact de la lumière. Oui, Merci. Déconnecte-toi de tout ça. Tout va bien. oui, On peut continuer. oui. Alors on passe à la question 5. Toujours selon les légendes, le vampire ne supporte pas l'ail. Que perçois-tu? Que vois-tu? Ce qu'on appelle vampire, je les vois en train de se marrer. Il rigole à propos de quoi? De cette histoire d'ail. D'accord. Tu peux voir pourquoi il rigole de cette histoire? Apparemment, c'est pas un problème pour eux. L'ail, c'est pas une question d'ail. Je dirais même que quelque part, qu'un être humain qui mange de l'ail, si ses fréquences sont basses, ça peut accélérer ses fréquences plus basses. Ça peut les amplifier. En fait, je vois l'ail comme un amplificateur. Qui pourrait être un amplificateur de fréquence basse, mais il pourrait être un amplificateur de Un fréquence amplificateur, haute aussi? un Ça peut aller dans les amplificateur au 2 niveau sens? du sang. Oui, tout à fait. Et ça gênerait les vampires, cette question d'ail, juste en tant qu'amplificateur? Ou ça les gêne pas du tout? Si ça amplifie des fréquences hautes, ça les gêne. Bien sûr. Essaye de monter tes fréquences pour voir si ça les ferait rire. Les propres fréquences? Oui. Là, S je les vois de loin. Ils sont et pas à côté de moi.
Il continue à rire, Non, il s'éloigne. il s'éloigne. D'accord. Ils essaient de me Déconnecte. remontrer une bête à cornes. Une En, illusion. en fait, ils essayent de provoquer des peurs ataviques, à nouveau. Mais là, maintenant, ça ne me provoque rien. D'accord. Déconnecte-toi d'eux et de tout ça. Respire. On va aller maintenant à la question 6. Le vampire a toujours été associé à la chauve-souris. Que peux-tu voir? En fait, je me retrouve sur le toit d'une cathédrale et je vois des gargouilles. Oui. Et, ces gargouilles, ces apparences de gargouilles sont utilisées pour faire peur. Ce sont les illusions qui sont agitées pour faire peur. Ils arrivent à se présenter sous ces différentes formes. En fait, il y a plein de formes de vampirisme. Il y a le vampirisme du sang, mais il y a plein d'autres vampirismes. Tu peux développer les autres vampirismes que tu peux percevoir là maintenant? Il y a du vampirisme énergétique, Oui, psycho-énergétique. Il y a oui, du vampirisme au niveau de la conscience subliminale. oui. Il y a du vampirisme à plein de niveaux, même au-delà de la conscience subliminale. Et Après le vampirisme lié au sang, et là je redescends, je reviens au corps physique, le vampirisme relié au sang est un des aspects du vampirisme. et celui-là serait lié pour augmenter et diminuer les fréquences. Non. Le vampirisme sanguinaire Oui. est une nourriture pour certains êtres dans certaines conditions. Et les autres? Peuvent se contenter d'un vampirisme psycho-énergétique. C'est très guerrier. J'ai des images là maintenant. Le fait d'avoir prononcé le mot guerrier, j'ai des images où je vois des formes reptiliennes Les plus mêmes que tout à archaïques, l'heure? plus archaïques sur Terre et même ailleurs, mais sur Terre, en train de en train d'attaquer des êtres humains physiquement et de les dévorer physiquement. D'accord. Et vois-tu un rapport de tout ça avec les chauves-souris? Quel serait ce rapport? Y en a-t-il un? S'il y en a. Les chauves-souris sont ce sont les, je reviens sur le toit de la Sur les cathédrale. gargouilles. Ce sont les aspects de gargouilles qui sont utilisés par ces êtres pour apparaître à l'être humain D'accord. et provoquer ces peurs ataviques. Bien, merci. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. Déconnecte-toi de tout ça. On passe à la question 7. Une autre association célèbre est celle entre les vampires et les loups. Que comprends-tu à ce sujet? Je vois plusieurs choses. Je vois je vois le loup utilisé pour faire peur. Oui, Je vois le loup utilisé comme vampire énergétique. Mais je oui, vois le loup à un autre niveau. Et je me retrouve en Égypte. oui. Euh,
Peux-tu décrire ce que tu vois dans cette scène en Égypte? En fait, je vois les loups, je vois des hommes chiens, loups, ennemis, ennemis des reptiliens qui se nourrissent d'êtres humains. Je les vois ennemis, en fait. Et là, je suis entraîné dans une... Je suis les images. J'arrive à des hommes loups, mais qui ne se transforment pas en loups. C'est juste une énergie faite pour repousser l'énergie des reptiliens, faite pour éloigner l'énergie des reptiliens. Je vois des initiations pour devenir un homme loup. Y a-t-il une sorte de rituel pour ces initiations? Plus à notre époque, mais à certaines époques, oui. Tu peux avoir une précision sur l'époque où il y aurait eu ces initiations? Il y a, je vois la préhistoire et je vois après des différentes civilisations. En fait, ça s'est poursuivi tout le long, de manière différente, avec des initiations différentes. Mais je vois l'homme loup non pas comme une association avec le vampirisme énergétique ou le vampirisme en général. Je le vois ennemi du vampirisme. Même celui du sang? Oui, Donc tous les vampirismes, l'homme loup est ennemi de toutes oui, les différents vampirismes. oui. En fait, originellement, je dirais que ce sont certaines races reptiliennes ennemies d'autres races reptiliennes. Et ça s'est prolongé dans des traditions. Ça s'est prolongé dans des traditions euh, qui sont devenues plus symboliques qu'autre chose. D'accord? Jusqu'à nos jours, mais là aujourd'hui, c'est juste de la mythologie. À nos jours, il y a plus rien. Je vois quelque chose, mais qui ne concerne pas l'être humain directement. D'accord. Déconnecte-toi de tout ça. Respire. Tout va bien? Oui, On passe à la dernière question du protocole fixe. On dit que les vampires sont immortels par la nature et que la seule façon de détruire un vampire est de le mettre en pièces et de le brûler et de brûler ses restes. Que perçois-tu de cette information maintenant? je perçois encore une fois des reptiliens. Les mêmes que tout à l'heure? Tu peux décoder? C'est du reptilien avec plusieurs aspects, plusieurs formes, jusqu'à des formes sophistiquées, comme cette femme que j'ai vue tout à l'heure. Oui. On n'est Euh, plus alors sur du lézard et du... si, Si? génétiquement ça l'est, c'est juste la forme Oui, qui est différente, d'accord. l'apparence qui est différente, qui s'est sophistiquée, qui s'est humanifiée d'une certaine manière. Oui. Mais je vois des aspects différents. Tu peux décrire un peu? Je me rappelle plus de la question. On Je- dit que on dit qu'ils sont immortels Ah par oui, la nature oui, et que comment on les la détruit? seule façon de les détruire est de les mettre en pièces et de les brûler et de brûler ces restes. Que vois-tu? Me retrouve encore en Égypte. Euh, en
En Je fait, vois. pour tuer un reptilien, les reptiliens ont une longévité hors norme par rapport à la nôtre. Oui. Et tuer un reptilien est très difficile. Vois-tu quand même, un moyen? Oui, couper la tête. Est-ce le seul moyen radical? Couper la tête, et oui, en effet, même le corps peut continuer à vivre d'une certaine manière, à être animé d'une certaine manière. Comme une poule à qui on a coupé la tête. Tandis que le corps bouge toujours. Ce serait plutôt pour les reptiliens. Oui, mais ça dure beaucoup plus longtemps qu'une poule. Ça peut durer des années. Et sans doute que détruire réellement un corps de cet ordre, de cette qualité-là, euh, N'est pas possible. Ou très. implique oui, de retirer, de couper, peut-être même de brûler, oui. J'ai même l'impression que même les morceaux peuvent régénérer quelque chose à partir des morceaux. D'accord. Déconnecte-toi de tout ça. Respire. On va passer maintenant au protocole libre. On parle beaucoup, qu'il proviendrait d'origine de l'Europe de l'Est. Que perçois-tu? Pourquoi? Et vois-tu s'il y en a ailleurs? Je revois toujours les mêmes origines. Mmh. Je revois les mêmes origines de lézards, d'hommes lézards Oui. violents. Peux-tu dire où Mais il se je vois trouve? des lignées. Oui, À l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Irak. Mais aujourd'hui, après, ça s'est réparti dans différentes lignées hybridées Oui. humaines, où cette violence a pu réapparaître de différentes manières. Mais pas que là, j'en vois partout, en fait. Tu J'en en vois vois partout? partout. J'en vois en Inde, Oui, j'en vois, j'en vois en Afrique, oui, j'en vois, ah oui, oui, j'en vois au Mexique, en oui, Amérique du Sud aussi. oui. Y a Et j'en vois en Europe, pas seulement en Europe de l'Est, en Europe, un peu partout. Mais Peux-tu de faire un lignées, focus sur tout ce que tu viens me dire? Et y a-t-il un endroit où ils sont plus en concentration? Ou pour toi, ça te paraît équilibré, plus ou moins dans tous les pays que tu viens de me citer? j'en vois partout, avec des apparitions et des disparitions par moment de tout ça. Je vois des traditions qui se sont perpétuées après ces disparitions, des croyances, des mythologies qui sont apparues après les disparitions. En fait, ça apparaît avec certaines lignées et ça disparaît quand sa lignée disparaissent. Oui, En fait, ce sont des lignées de violence. Pour ce qui est de l'Europe de l'Est, je crois voir ce à quoi tu m'amènes, euh, et sur quoi tu veux que je me branche. oui. Que Euh, vois-tu? En fait, je vois une lignée qui est en Europe de l'Est, liée très fortement au dragon. Je vois un emblème Tu peux décrire? avec Oui, un aigle. Je vois l'association de deux lignées. C'est l'association de ces deux lignées qui va produire cette extrême violence.
qui va devenir légendaire par la suite. Intéressant. En fait, je vois ce qu'on appelle, oui, je pense que c'est lui, celui qu'on appelle Vlad. Mais c'est On son va association dans un mariage avec une lignée d'Europe de l'Est, très affiliée, génétiquement très dragonien, qui va révéler cette violence. Tu me devances bien dans la question suivante, justement. Cette personne qu'on appelle, Vlad, qui est le prince, Valachie en Roumanie, il aurait été tué et son fils enterré vivant après avoir eu les yeux crevés. Cela aurait été réalisé par les nobles. Que perçois-tu? Que vois-tu à ce sujet? Je vois des conflits entre lignées, Oui. des histoires de pouvoir. En fait, ce que je vois, c'est que la lignée déjà présente en Europe de l'Est s'est servie de la lignée que représente Vlad Oui. pour récupérer certains potentiels de cette lignée, des territoires qui vont avec, pour l'utiliser, pour s'en servir. En fait, je vois beaucoup plus l'homme dont il est question comme un outil pratiquement possédé par les entités qui gèrent l'autre lignée, plus qu'autre chose. Et une fois qu'ils n'en ont plus besoin, ils se sont débarrassés. Peux-tu voir de quelle manière il s'en serait débarrassé? Est-ce comme dans le film, qui a quand même été Dracula? Est-ce de la même manière? J'ai des images que je n'arrive pas à décoder pour l'instant. Est-ce que tu peux poser la question autrement? Dans le film Dracula, à la fin du film, le Lequel? personnage a Dracula, le film Dracula. J'ai plein de films Dracula. À la fin du film, il aurait été tué d'un coup de poignard. Peux-tu voir si c'est de cette façon-là que le Vlad III serait décédé? De cette manière-là. Je le vois surtout possédé. Je le vois possédé, je reviens sur ce que j'ai vu, je le vois possédé par les entités qui règnent sur l'autre lignée, je le vois possédé. Mais peux-tu voir le moment de sa mort, ce qui se passe? Je vois du feu, je vois des braises dans son corps. Oui. Et je pense que la mort est plus provoquée par ces braises qu'il y a dans le corps, par cette espèce de feu intérieur. Le simulacre de mort extérieure n'est qu'un simulacre. Il y a une autre mort à l'intérieur, liée au feu. D'accord. Qui pourrait être lié au dragon que tu aurais perçu précédemment? Y aurait-il un lien? Liée à l'interférence de l'autre famille. Oui. De
Super. Il a été consumé de l'intérieur. Je le vois consumé de l'intérieur. Et ce n'est pas sa descendance masculine qui était intéressante, c'est sa descendance féminine. C'est la lignée génétique féminine qui était intéressante à reprendre derrière. Ça complète vraiment toutes les informations qu'on a eues. Maintenant, déconnecte-toi de tout ça. Respire. On peut continuer. Oui. Maintenant, on va aller voir Mercy Brown, une Américaine qui était en Nouvelle-Angleterre, d'une lignée d'une famille particulière, où tu as eu d'abord le décès de la maman, le décès de sa fille aînée, ensuite la maladie du frère, puis la maladie de Mercy, et suite à ça, son décès. En 1892, Mercy aurait été exhumée. Que perçois-tu à ce sujet? Que vois-tu? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois que je suis attiré par le chakra de la gorge. Oui. Peux-tu décoder ce que tu vois au niveau du chakra de la gorge? Peux-tu t'approcher et voir ce qui se passe? Une porte dimensionnelle. D'accord. Qui t'amène où? Dans une dimension en apparence lumineuse. Encore une fois, je vois du dragon derrière. D'accord. Tu perçois d'autres choses? Un corps étonnamment préservé. Tout à fait. Peux-tu voir pourquoi ce corps a-t-il été préservé? Ça va, Eric? Oui, il est préservé parce que il est encore préservé parce qu'il est une porte dimensionnelle. C'est le chakra de la gorge qui permet, je ne sais pas pourquoi la gorge, mais je vois la gorge qui sert de passage dimensionnel. Il y a un passage dimensionnel qui t'emmène où? Si tu suis ce passage, tu arrives où? Je vois du jaune derrière, et je vois une lumière jaune derrière, et je vois des dragons. D'accord. J'en finis par avoir, pardon, une fréquence assez basse qui vient me remuer les tripes. C'est moyennement agréable, supportable, hein, mais c'est juste des résonances. Euh, mais c'est vraiment ça. C'est une porte dimensionnelle. Cette femme est une porte dimensionnelle. Ce corps est une porte dimensionnelle. On dit que son corps a été retrouvé peu décomposé, comme tu disais tout à l'heure, et que son cœur Ça contenait va jusqu'au encore cœur, du sang. ça va jusqu'au, justement, Voilà. je voyais, c'était en train de descendre jusqu'au, j'allais te couper la parole, pardon. Je vois que ça descend jusqu'au niveau de la cage thoracique et au niveau du Oui. cœur. Perçois-tu ce sang qu'il y aurait dans ce cœur? Oui, Et une autre chose, on dit que je son vois aussi une fréquence de mercure dedans. d'accord. Justement, j'en viens à ça, tu vois la fréquence de mercure. On dit que son cœur a été retiré, qu'il aurait été mélangé, brûlé et que les restes auraient été mélangés à de l'eau, que l'on aurait fait boire cette eau à son frère
et que 2 mois après, celui-ci est décédé. Que vois-tu? Est-ce un effet de ce phénomène? J'ai même le goût du mercure dans la bouche, je ne sais pas pourquoi. Déconnecte, retire-toi de ce phénomène, reste en extérieur et analyse. Détache-toi de ce goût de mercure. Eh bien, si tu veux que je me connecte à ça et à son frère, j'ai ce Mais goût de mercure dans la bouche, d'accord, reste uniquement en observation, que ça ne te dérange pas trop. Ça ne me dérange pas. J'explique juste que c'est lié au mercure. Et ce serait ce mercure qui l'aurait tué? Pour moi, oui. La fréquence du mercure. La fréquence du mercure serait-il un lien Oui, au décès de toutes les personnes de la famille? en fait, Vois-tu un lien? le mercure sert à ouvrir ces portes dimensionnelles. D'accord. Et la porte dimensionnelle te mène directement à la mort? Cette famille a servi à ouvrir des portes dimensionnelles pour permettre à des entités de type draconienne de passer. D'ailleurs, j'en ai un qui est en face de moi pour le moment. Dégage-le de ton espace. Oh, il me gêne pas, et c'est juste qu'il est venu voir. Hérissé avec des yeux rouges. D'accord. Et issu de cette lumière jaune. Issu de la même lumière jaune que tu Ouais. voyais avant. Et ces portails sont toujours actifs. Toujours à l'heure actuelle. Tu as un nombre que tu peux me donner un nombre? Tu peux observer Un nombre de de portails qu'il y aurait eu? 4. 4. Donc qui serait celui de la maman, la fille aînée, merci, et le frère? Oui, ces portails sont liés. Ils sont reliés entre eux? Oui. Je les vois reliés entre eux. Merci pour toutes ces informations. Déconnecte-toi de tout ça. J'ai une toute petite dernière question pour la fin. Respire avant. Peux-tu regarder si la tuberculose a un rapport avec les vampires? Que vois-tu? Ça va? Oui. Il y a un rapport indirect. Tu peux expliquer? Je me retrouve en Angleterre. Oui. Dans les programmations, dans les fréquences qui sont présentes, il y a une espèce de... Je vois chez les femmes un goût pour la tuberculose, un goût pour... Oui, ça y est, je l'ai. Je vois un goût pour la tuberculose. En fait, beaucoup de femmes du monde Oui. veulent attraper la tuberculose parce que la mode en est à la peau pâle, cadavérique, Uniquement pour un effet de mode? transparente, avec des veines apparentes. Et ça les rend plus perméables, ça fait baisser les fréquences, ça les rend plus perméables aux vampirés et aux buveurs de fréquences ou de sang. Pour moi, c'est la même chose en fait.
Et il y a eu toute une hécatombe à ce moment-là de femmes qui ont servi de réserve énergétique pour le vampirisme en général, tant vampire, euh, tant vampire énergétique que vampire de sang. Et peux-tu observer pourquoi plus chez les femmes? As-tu une réponse à cette question? Parce que cette fragilité n'était pas en vogue dans la jante masculine. C'était en vogue dans la jante féminine. Merci. Maintenant, déconnecte-toi de tout ça. On rentre. À mon 3, déconnecte-toi de tout et de tous. Seul dans ton espace. Uniquement toi. À mon 2, retrouve tes fréquences habituelles, sublime-les, mets-y tout ce que tu as envie. Reprends doucement le contact avec toutes les parties de ton corps. Bouge tes jambes, tes bras. Et à mon 1, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Ah, Tout va jolie bien? image derrière. Je t'avais prévenu, hein. Voilà. Ce n'est pas moi le vampire, c'est derrière. Merci beaucoup, Eric. Merci Mélanie. Rigolo le voyage. À bientôt. Au revoir À tout le bientôt tout monde. le monde. Au Au revoir. revoir, Eric. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia
ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.